J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir plusieurs invités que nos auditeurs connaissent bien, puisqu'il s'agit de Frère Thierry, qui est venu nous donner quelques nouvelles du cercle de l'Aréopage et qui l'anime, de Dimitri Kochko, qui dirige le Salon du livre russe et des littératures francophones, qui est venu accompagné de Christine Glachan, et enfin Nicolas Tandler, notre invité principal, pour nous révéler quelques informations inconnues de notre histoire de France et de Russie. Auparavant, je voudrais signaler la vente, j'ai été mal, excusez-moi, en kiosque d'un remarquable numéro spécial consacré à Saint-Pétersbourg. C'est un petit journal, enfin pas un petit journal, une grosse brochure même plutôt, et qui ne coûte que 12 € et dont je vous conseille l'achat. Je regrette que s'il ne soit pas sorti un mois plus tôt, il aurait au moins donné l'envie à ses lecteurs de venir avec nous à Saint-Pétersbourg, où le monde de l'art se rend du 17 au 24 février. Avant de rentrer directement dans l'émission, je voudrais rappeler à nos amis que dimanche à 10h du matin sur la place de la Concorde aura lieu un grand rassemblement en hommage à Louis XVI. Et bien entendu, il sera suivi lundi d'une messe à la cathédrale Saint-Denis, à Saint-Denis, bien entendu. Voilà, voilà pour ces informations. Vous les retrouverez, elles ont déjà quelquefois été dites. Et maintenant, passons directement dans nos informations, puisque ce sont quand même des informations d'actualité. Frère Thierry, voulez-vous nous donner quelques nouvelles de vos activités de conférence? Alors lundi prochain, c'est sur l'écologie, une nouvelle religion au service de l'ordre mondial, fait par un scientifique, un spécialiste, Monsieur Delarminat. Et le lundi d'après, c'est le père Jean Boboc, qui est connu de Radio Courtoisie, puisqu'on était hier soir à la radio, qui parlera du transhumanisme et du mondialisme. Voilà. Des sujets bien d'actualité. Je rappelle que tous les lundis, vous organisez... À 7h30, au 9 rue du Vieux-Colombier, Paris 6e. Oui, un conseil arrivé avant 7h30, il n'y a plus de place. Et l'association est en train de se restructurer. On a pas mal de projets, on vous tiendra au courant dans quelques temps. Voilà. Eh bien, vous viendrez nous en parler. Alors, bien entendu, si vous avez quelque chose à dire, vous le dites dans le cours de l'émission. Maintenant, je vais me retourner vers nos amis du Centre de littérature, des Journées du livre russe et des littératures russophones. C'est un petit peu long, certes, mais c'est précis. Alors, pouvez-vous nous dire... C'est la 9e année que vous venez, Dimitri. Donc, nos auditeurs, certains doivent savoir, mais il y a toujours de nouveaux auditeurs, donc éclairez-les. Alors, le 3 et le 4 février, dans le cadre de la mairie du 5e arrondissement de Paris, se tient notre manifestation, qui est à la fois un festival littéraire avec des tables rondes, des conférences, des présentations d'ouvrages, des séances de dédicaces, mais on va au-delà. Nous proposons également des expositions, des concerts, une pièce de théâtre, des lectures poétiques et une séance de cinéma qui aura lieu au Grand Action avant les journées. Les journées elles-mêmes se tiennent le 3 et le 4 février et la séance de cinéma aura lieu le 1er février. Ah, oui. Toujours au quartier latin, puisque là, on est maintenant situé essentiellement dans le cœur de Paris.
dans l'arrondissement dont la maire, qui a la gentillesse de nous accueillir, Florence Berthoud, dit que c'est l'ADN de son arrondissement, c'est le livre. Alors évidemment, le livre russe et les littératures russophones ne pouvaient pas trouver meilleur refuge et meilleur endroit où s'exposer et être un lieu de réelle discussion et exposition de plusieurs tendances, aussi bien littéraires qu'esthétiques, que sociétales, comme on aime à dire aujourd'hui, et même politiques, montrant bien que contrairement à ce que disent certains détracteurs aujourd'hui sur la Russie et le russe, la langue russe, par le biais de la russophonie justement, peut exprimer toutes les opinions qui peuvent exister dans un pays. Ce n'est pas... Et que ces opinions s'expriment en Russie abondamment, y compris dans les médias. Alors maintenant, comme vous le savez, nos journées du livre, comme depuis 9 ans, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en général, on choisit une thématique, avec quelquefois une sous-thématique. Et cette année, c'est la femme en tant qu'auteur et en tant qu'héroïne de la littérature russe, avec évidemment une extension vers le rôle qu'ont pu jouer les femmes dans le développement de la société russe, le rôle qu'elles ont joué aussi pendant la période soviétique, et qui est fondamental pour cette société. Et aujourd'hui, nous allons inviter plusieurs auteurs, alors on va dire auteureux, mais enfin ce sont des auteurs femmes, des auteurs femmes, qui vont venir de Russie. Mais elles vont pas être les seules, parce qu'on a aussi plusieurs autres thématiques cette année. 1918, c'est la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Nous allons en reparler. Absolument. Qui a quand même saigné tout le monde, qui a mis l'Europe à genoux, et la Russie sans doute encore plus que d'autres pays. Même si la Russie en 18 n'était pas concernée, je dirais, par l'armistice et le traité de Versailles qui est suivi, je dirais malheureusement aussi, il n'empêche qu'il y a eu une participation russe jusqu'au bout de la guerre avec ce qu'on appelle le corps expéditionnaire russe. Et il y aura donc une conférence sur le corps expéditionnaire russe et il y aura également une exposition de photos présentée par Andrei Korniakov. Qui est un spécialiste qui ne connaît pas l'histoire qui est venu l'immigration plusieurs fois ici. Voilà. Ça, c'est un des thèmes. Il y a 2 autres thèmes. C'est le 200e anniversaire de la naissance de Tourgueniev. Et là, évidemment, on recoupe le thème de la femme, puisque chez Tourgueniev... Il y aura à la fois une conférence sur les personnages féminins dans l'œuvre de Tourgueniev et Alexandre Zvigilski, qui est le spécialiste mondial de l'œuvre de Tourgueniev, fera également une présentation de toutes les manifestations qui vont émailler cette année de bicentenaire. Notamment, il s'occupe de la maison de Tourgueniev à Bougival. C'est ça, j'allais le dire. Est-ce qu'il organise quelque chose là-bas ? Absolument. Oui. En rapport avec vous, en relation ? C'est-à-dire, il va venir aux Journées du Livre russe, on lui a laissé un grand créneau pour pouvoir notamment présenter tout ce qu'il va faire et puis pour parler de Tourgueniev, tout bêtement. Il y a aussi le 100e anniversaire de la naissance de Solzhenitsyn. Et là, il y a un centre, vous savez, petit centre Solzhenitsyn qui a été ouvert au quartier latin l'année dernière, justement peu après nos Journées du Livre russe de l'année dernière. Est-ce que vous avez l'adresse exacte ? C'est juste près de Imka Press, c'est-à-dire au début de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Ah oui. Vous voyez ? Oui, c'est dans le bas. De police, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, Maubert Mutualité. Voilà. D'accord. Voilà, ils présenteront d'ailleurs une conférence sur le thème Solzhenitsyn et la presse française, l'archipel du Goulag, un séisme littéraire, pendant les journées. Et en pré-rentrée, ou en pré-programme, en quelque sorte, on va aussi avoir une présentation de Maïakovski avec notamment des ouvrages de l'époque de Maïakovski qui, eux, vont se dérouler au centre culturel russe à la rue Boissière. Le 27 janvier. Le 27 janvier au soir. À 18h. À 17h30, arrivé à 17h30 parce qu'on doit commencer à 18h. Précise, pile, vraiment. Et très précise. Et là, c'est aussi une soirée d'hommage à un slaviste français qui s'appelait Claude Frioult, qui
je dirais, c'est assez symbolique qu'on puisse montrer justement la largeur d'esprit des Journées du livre russe, puisque Claude Friot était un slaviste de tendance plutôt pro-soviétique. Mayakovsky, c'est pas une référence humaniste. Sauf qu'il s'est suicidé. Mais, Ou on l'a suicidé, non? difficile à dire. Il avait de quoi se suicider lui-même. Bon. Bref, le reste donc des conférences des auteurs, on a des vedettes de la littérature. Oui, on a vraiment des très grands Mais noms de la littérature russe, Ludmila Ulitskaya et Zakhar Prilepin. Donc vous voyez aussi, ce sont vraiment des auteurs qui ne sont pas du tout dans les mêmes territoires, disons. Donc on arrive à... Mais c'est très bien. Voilà, les mêmes exactement. orientations. Et puis, nous avons de jeunes auteurs, des jeunes femmes dont les livres ont été publiés cette année en France, en traduction française, Marina Akhmedova, Elisabeth Alexandrova-Zorina, Alissa Ganieva. Donc on a vraiment plusieurs jeunes auteurs qui vont participer à des tables rondes pour nous donner justement leurs sentiments sur le rôle, la place des femmes dans la littérature, pourquoi en Russie on n'a pas eu des mouvements féministes comme on les a connus en France. Donc ça sera intéressant de les entendre. Et puis, on a d'autres écrivains. On a Sergei Chargounov, Roman Senchin, enfin, toute une pléiade. Et on a également des auteurs français dont les œuvres se rattachent à la Russie. Yves Gautier, par exemple, Yves Gautier. avec Le Gelé, Oui. qui est une histoire très amusante, très intéressante. Souvenez-vous du Gelé. Sur un des grognards de la grande armée de Napoléon. Et elle est pour le moins surprenante. Oui. Et puis, il y aura Bernard Lecomte et Frédéric Pons qui participeront avec Yves Gautier et Boris Minaïev à une présentation, donc 3 biographies, 3 présidents, Gorbatchev, Yeltsin, Poutine. Ça, c'est des bouquins. Le bouquin sur Yeltsin vient de paraître, et c'est pourquoi on a profité de cette petite incursion politique, mais enfin c'est quand même toute l'histoire contemporaine de la Russie, et à travers justement les 3 présidents qui ont représenté des tendances assez différentes et qui sont un peu à l'image de ce qu'a connu la Russie ces 25 dernières années. Ce qui a été quand même pour le moins intéressant pour le monde et pas toujours très facile pour les Russes. Puis vous devez quand même un peu de reconnaissance à Helsinki, qui était à l'origine de votre... Il n'était pas à l'origine, mais il nous a financé, la Fondation Yeltsin C'est ça. nous a financé, nous avons créé le prix russophonie de la meilleure traduction du russe vers le français, avec la Fondation Yeltsin. Et là aussi, je précise que nous sommes l'association France-Oural, et que c'est sur une base territoriale, puisque Yeltsin est originaire de l'Oural, que nous avons conclu cet accord qui, je dois dire, pendant 10 ans a été merveilleux. Ils ont toujours été très corrects, nous aussi, bien évidemment. Malheureusement, là, depuis 2 ans, la Fondation Yeltsin accorde d'autres priorités, a notamment créé un énorme centre à Ekaterinbourg, donc la ville de naissance. Ah, c'est pour racheter la maison Ipatiev. La maison Ipatiev, c'est fini. Mais mais c'est pour la racheter. Oui, on pourrait dire ça. Oui. Et la maison Ipatiev est donc la maison où ont été assassinés toute la famille de l'empereur, en 1918, Nicolas II et sa famille. Donc voilà. Ensuite, je voulais revenir un peu justement. Christine a cité deux auteurs femmes qui sont Alissa Ganieva des jeunes et Akhmedova. Eh bien, elles vont faire partie d'une table ronde, notamment parce qu'elles écrivent sur leur région d'origine, qui est dans le Caucase. Et notamment Ganieva, elle décrit le Daghestan, qui est pris entre le désert moral laissé par la chute du communisme, en quelque sorte, ou de l'URSS, ou de ce qui pouvait être un semblant et de moralité et d'idéologie, si on veut, et l'offensive actuelle de l'islamisme. Et là, on retombe aussi sur la thématique de la femme et de son statut, mais aussi on touche
Et ça nous paraît relativement intéressant et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus en France. La façon dont l'islam en Russie se comporte et se développe par rapport et à la société et à la question de l'apostasie. C'est-à-dire que nous avons, quand nous en rencontrons des écrivains, et aux Journées du livre russe, ça va être facile de rencontrer des écrivains, de discuter avec eux, non seulement pour les dédicaces, mais aussi on a un samobar, comme on appelle, où on peut avoir un moment de convivialité avec eux. Eh bien, ces filles-là, assez jeunes, ont cette problématique de la pression wahhabite qui ne correspond pas du tout aux traditions soufis de l'islam du Caucase, et en plus de ça, ne correspondent pas non plus à la tolérance réciproque qui existe entre l'orthodoxie majoritaire, et le patriarche Kirill a souligné à plusieurs reprises que si en Russie il y avait une possibilité de variété de religions, c'était dû tout de même à la tolérance de l'Église orthodoxe majoritaire. Et les musulmans y répondent assez bien. C'est-à-dire que justement, ils ont dit l'apostasie, on est bien obligé de s'asseoir dessus. Et on ne va pas tuer des gens qui se convertissent ou qui perdent la foi ou qui ne veulent plus avoir une pratique religieuse. Donc, il y a un échange, on peut avoir un échange aussi bien religieux que philosophique que tout simplement de vie quotidienne avec les autres religions. Et ça, c'est dit au plus haut niveau des autorités musulmanes russes ou tatares ou caucasiennes. C'est la deuxième religion en Russie. C'est une communauté. Les Tatars sont la deuxième nationalité en Russie après les Russes. C'est, à mon avis, une question très intéressante sur laquelle un jour, ça vaudrait la peine de faire plusieurs émissions ici, je pense. Ouais, ouais. Et enfin, voilà. Donc, il y aura une table de ronde qui s'appellera les Voix de femmes du Caucase, avec Alissa Ganieva, également Marina Akhmedova, qui a écrit Khadija, journal d'une kamikaze, et German Sadoulaev, qui a écrit un livre qui s'appelle Je suis tchétchène. Et cette rencontre sera modérée par Dimitri. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre pour avoir disons, suivant les jours, puisque ça, les différents, toutes les différentes manifestations. Alors, en fait, pour les conférences, etc. Bien sûr, vous retrouvez tout notre programme sur notre site internet, qui est www.journéedulivrerusse, tout attaché, .fr. Vous avez aussi un site pour le prix Russophonie, c'est pareil, c'est prixrussophonie.fr, et un site France Oral qui regroupe tout ça et qui vous renverra grâce à des liens vers ces deux autres sites. Et puis il y a aussi un Facebook. Voilà, Journée du livre russe, où j'essaye de mettre, de présenter toutes nos rencontres, toutes les auteurs. J'ai pas su le trouver. C'est vrai ? Oui. Non, c'est Journée du livre russe. On vous aidera. Et puis alors, on aura bien sûr nos rendez-vous habituels, c'est-à-dire on organise toujours un atelier de traduction où un traducteur littéraire va parler de son travail. Comment il traduit, comment tout ça s'organise. Et cette année, c'est Joël Dublanchet, qui est le traducteur attitré de Zahra Prilepine, qui va animer cet atelier. Et qui a reçu le prix Russophonie en son temps. Et on n'est pas obligé de parler russe pour participer à cet atelier de traduction. Et l'AFR, l'Association française des Russisants, profite toujours des Journées du livre russe pour remettre son prix. C'est un concours. Elle organise un concours qui s'adresse aux enfants des écoles primaires, collèges et lycées. Les jeunes qui ne sont pas forcément russophones, mais ça permet de les encourager à apprendre le russe. Voilà, de susciter de l'intérêt pour la Russie. Et cette année, le thème, c'était En Russie, dans la forêt,
dessine, c'est-à-dire dessiner une planche de bande dessinée sur ce thème-là. Donc, il y aura une exposition, d'ailleurs, des meilleures planches, et ils remettront le prix lors des journées. Et puis, évidemment, comme chaque année, on remet le prix Russophonie pour la meilleure traduction littéraire du russe vers le français, le samedi à 18h30. Très bien. Oui, Alors, au ça, point de ça, vue c'est exposition, noté, ça, oui. documentaire, qu'est-ce que vous avez présenté cette année? Alors, l'exposition de Korliakov, les photos bien sur sûr. le... il y aura également Sur le corps expéditionnaire, donc. sur le corps C'est expéditionnaire. une institution, Korliakov, comme vous d'ailleurs maintenant. Et il y aura également une exposition de revues de l'époque soviétique, donc des couvertures de ces revues qui montrent la femme, quoi, à travers la presse. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure... L'image de la femme dans toute la Russie contemporaine depuis le début du siècle, quoi. Voilà. Et puis... Larissa Nouri. L'artiste Larissa Nouri présentera ses toiles. Qui sont qu'est-ce que c'est? Des tableaux? Des tableaux, oui. Oui, des tableaux, bien entendu, mais je veux dire des paysages, des vues... Non, ce n'est pas... ce sont des œuvres qui ne sont pas figuratives. Oui. C'est un abstrait regardable. Ah oui, mais c'est très... c'est magnifique. Et par ailleurs, alors là, on innove. Mais bon, puisqu'on était quand même dans un univers féminin... et que là, il faut donner la place quand même à la beauté. Larissa Nouri va aussi présenter des collections de belles robes pour clore les journées du livre russe. Non. En fait, cette année, on va essayer de terminer vraiment sur une note très festive. Et puis il y aura des notes musicales. Dimanche, à partir de 17h, on commencera par un récital de romances russes, avec un ténor, Igor Dergaï, et qui sera accompagné au piano. Ensuite, un récital poétique d'après l'œuvre de Marina Tsvetaeva, qui s'appelle « Je porte son anneau avec des filles ». Et enfin, le défilé de tableaux vivants. En fait, Larissa Nouri a fait réaliser avec le couturier Jean-Marie Pujol, qui a travaillé aux ateliers Dior et Saint-Laurent, des robes absolument somptueuses qui sont réalisées d'après ces tableaux. Donc il y aura un défilé de ces robes splendides, et ce défilé sera accompagné par une violoncelliste et une pianiste. Voilà, ça sera la dernière manifestation qui clôturera vraiment en beauté nos rencontres. Alors, comment se renseigner aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui? Parce que bien sûr, ça va se développer dans la presse, je l'espère, il va y avoir d'autres annonces. Déjà, Tycho Brasov. Tout le monde n'a pas Internet. Déjà, Tycho, c'est ça le problème. Déjà, Tycho Brasov l'a annoncé. Espérons que d'autres reprennent le relais. Oui, donc c'est une journée. Ce sont des journées importantes que vous présentez. Oui, un événement, comme je disais. Oui, donc effectivement, notre site internet, notre page Facebook aussi, où j'essaye vraiment régulièrement de poster des informations sur les écrivains qui participent et tous les événements qu'on propose. Et puis vous pouvez nous écrire aussi à l'adresse... Répétez-la. france.oural@gmail.com, c'est notre adresse. Et notre téléphone, Dimitri Géant. C'est le 09 83 66 40 77. Répétez. 09 83 66 40 77. On est dans le 17e arrondissement de Paris. Mais bon, c'est vrai qu'on est quand même très chargé. Donc, le téléphone, que vraiment... En dernier recours. En nécessité. Oui. Merci d'être venu présenter vos journées aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci de nous avoir accueillis. Je le rappelle, non, c'était bien normal. C'est un événement qui valait la peine. Et puis, après tout, j'y participe. Alors, ainsi que notre invité d'aujourd'hui. Donc, c'est un événement majeur.
C'est pas Merci. parce que j'y participe. Non. Ah bah quand même. Quand même. Ça donne sa dimension à la chose. Je Voilà, vois qu'un d'abord, nom, nous allons un nom reparler. célèbre y figure. Je vois Sofia Tolstoï. Qui est-elle par rapport à... Alors, en fait, comme notre thématique, c'est les femmes, hein, on s'est intéressé également au rôle de certaines femmes, d'épouses d'écrivains célèbres. C'est ça. Voilà. Donc, c'est Donc, l'épouse Dans l'ombre de... Tolstoï. Voilà. C'est la C'est pauvre dans Madame l'ombre Tolstoï. Mais C'est ça. ça se passait pas très très bien, hein, quand même, Oui, entre j'avoue. Monsieur Tolstoï et Madame Tolstoï, pour le moins. Donc, venez à table ronde, si ces choses-là vous intéressent. Venez voir, il y a des destins de ce genre. Et puis, C'est il y a ça. une autre conjointe d'écrivains, c'est Nadezhda Mandelstam, C'est ça. oui. qui a pu apprendre par cœur Ah oui. ce qu'elle avait écrit et ce qu'avait écrit son mari avant d'être fusillé. Et grâce à ça, ça nous est parvenu. Donc, vous voyez, c'est aussi un rôle... là aussi, le rôle, en fait, de mémoire et de transmission qu'ont joué les femmes russes dans l'histoire tragique du XXe siècle en Russie est à souligner, enfin, est très importante. Alors, on a appelé ça dans l'ombre des hommes, mais c'est peut-être... on aurait peut-être dû le dire autrement, parce que c'était des femmes qui... des personnalités quand même exceptionnelles. À À part entière, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, c'était peut-être un peu malheureux. Je vois qu'il n'y a pas notre chère Akhmatova. Ah, Non. je n'ai pas posé la question. J'y Non, pensais. c'est vrai. Mais Mais si elle vous n'est voulez, c'est tellement... la Yatsutaeva. littérature russe est tellement riche. C'est vrai. C'est- On ne peut pas mettre tout le monde. Pour faire ce programme, c'est déjà, on est obligé Oui. de faire une sélection. Et puis il y aura encore... On avait prévu Akhmatova, mais l'intervenant qui devait parler d'Akhmatova n'a pas pu venir finalement. Bon, donc du coup, on a oui, annulé la bien sûr. table ronde. Comme on avait déjà trop de tables rondes, là c'est une question de logistique. hein. Ça, je vous comprends. c'est- Pareil pour le salon du livre, puisqu'il y a un salon du livre, on est limité en nombre de tables par les murs de la mairie, tout bêtement. hein. Et puis les consignes de sécurité qui sont quand même de plus en plus fortes. Enfin, et rigides. Donc, on est bien obligé de limiter. Alors, ceux à qui on est obligé de répondre non, s'il vous plaît, excusez-nous, c'est vraiment pas par discrimination, parce qu'on est ouvert vraiment à tout le monde, mais on peut plus, quoi. Leur Voilà, on conseiller peut de pas. s'y prendre plus tôt. Oui, non, mais vous savez, il y aura toujours forcément des gens qui Bien arriveront sûr. après. Donc, c'est bon, enfin, voilà, c'est peut-être la rançon d'un certain succès, mais tant mieux. C'est un événement littéraire, c'est pas qu'un événement russe ni russophone. Et en plus, la russophonie et la francophonie, elles sont assez liées dans une cause commune, moi je dirais, pour être une présence alternative à la tendance ou à la volonté de monopole d'une seule langue dans le monde entier. Et qui serait on s'en aperçoit, la langue hélas, d'un gouvernement en Russie. mondial en quelque sorte. Et donc là, nos enjeux de russophones, de francophones, de lusophones et d'hispanophones aussi d'ailleurs, c'est de préserver des langues ponts, comme on les appelle. Et donc là-dessus, on a un article dans le catalogue qu'on distribuera après la distribution du prix russophonie. Eh bien, merci d'avance. Merci d'être Merci. venu. Et puis, on rappellera le 2 février, dans ma prochaine émission, de ne pas oublier d'aller Non, c'est le lendemain. Oui, c'est 3 et 4, c'est le ça. 3 et le 4, oui. Voilà. Le samedi et le dimanche, de 11h du matin. Alors le samedi jusqu'à à peu près 20h et le dimanche jusqu'à environ 21h. Oui, il y a des moments où c'est très fréquenté, c'est tout. Mais de toute façon, c'est toujours un moment très agréable. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et c'est à la mairie du 5e. Mairie du C'est 5e, oui, voilà. place du Panthéon, Oui. et accès libre, c'est-à-dire le concert, pièces de théâtre, etc. Tout est en accès libre. Ah, très Il n'y a que le cinéma, évidemment, Bah, bien sûr, bien qui est payant. Bien. Merci de m'avoir laissé des prospectus. Si vous en avez d'autres, sous la main. Bon, d'accord. On fera des photocopies. Non, celui-là, Bonne journée Bon. et bon salon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors à ce salon, j'y serai, comme je vous l'ai dit. J'y vendrai bien sûr mon livre sur Saint-Pétersbourg et sur d'où je rentrerai, et sur les ballets russes, sur Diaghilev, pardon. Et Nicolas Tandler présentera aussi
plusieurs de ses ouvrages. Et maintenant, Nicolas, qu'est-ce que vous allez nous présenter comme ouvrage ce jour-là? Et puis, à vous la parole. Je vous remercie. Salut aux auditeurs de Radio Courtoisie. Eh bien, j'ai quelques productions plus ou moins anciennes, mais que les commémorations rendent à nouveau actuelles, comme une biographie de Lénine, en cours de réimpression. Je ne sais pas si elle sera prête dans les semaines à venir. Chez qui? Je l'ignore encore. Ah bon? C'est la surprise du chef, comme on dit. Voilà. Le premier qui passera la ligne d'arrivée, si j'ose m'exprimer ainsi. J'ai une biographie de Pol Pot, une autre du camarade Staline. Ça chez Pardès. Oui, chez l'éditeur Pardès, oui. Et des choses de ce genre. Peut-être seront prêtes récemment de nouvelles biographies, telles que celle de Fidel Castro, ou de dirigeants communistes européens, comme par exemple les dirigeants de l'Allemagne de l'Est, comme Walter Ulbricht et d'autres, ou en Roumanie, un certain Ceausescu et son épouse, disparus, comme on sait, dans des circonstances terribles aux alentours de Noël 1989, et ainsi de suite. Par exemple, il y aurait aussi à traiter, au-delà de Pol Pot, Ho Chi Minh, pur produit de l'intelligentsia parisienne lorsqu'il était photographe sur la rive gauche, avant 1914. Bon, et ainsi de suite. Vous avez le chic pour mettre le doigt sur les plaies. Oui, parce que... Et on vous en remercie d'ailleurs. Merci, parce que quand on examine comment se sont développées des plantes vénéneuses qui étaient, s'agissant d'Ho Chi Minh et de Pol Pot, très pro-français avant d'arriver à Paris, pro-français. Par exemple, Pol Pot avait été financé par une bourse française. Il avait été accueilli à son arrivée à Paris, de Marseille à Paris, etc. Très bien. Et il n'avait à se plaindre de rien. Ils ont été complètement pourris par le milieu ambiant. Ceci est une autre histoire. Bon, donc cela veut dire que la fatalité n'est pas toujours fatale, en fait. Voilà. Donc il est utile d'éclairer encore aujourd'hui, comme on va le voir tout à l'heure, dans des épisodes de la guerre russo-japonaise, qui a beaucoup intéressé le peuple français au moment de son déroulement, où on voit des choses quand même assez époustouflantes se dérouler à Paris, qui était un front arrière. N'oubliez pas que Paris et la France à cette époque-là, c'est la 3e, la République, et la 4e République. C'est l'héritage de la Révolution. Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, l'affaire se complique quelque peu à partir de problèmes religieux. Et là, j'entre déjà dans le vif du sujet. N'oublions pas que les Russes sont des orthodoxes, que le tsar incarne la religion, de même qu'aujourd'hui encore la reine Elisabeth continue à le faire, comme autrefois en Grande-Bretagne, et ainsi de suite, comme autrefois le roi de France, et ainsi de suite. Bon, donc il y a des gens en France qui apprécient très peu l'orthodoxie, qu'ils jugent comme concurrente éventuellement en Terre Sainte, qu'ils jugent comme concurrente en Pologne, puisque la Pologne est catholique, elle fait partie de l'Empire russe, mais il y a des problèmes qui se sont... Et elle est en guerre contre la Russie depuis 1000 ans. Voilà. Enfin, une partie des Polonais a toujours été pro-russe. C'est pas Lénine qui nous dira le contraire, puisque le premier chef de la Tchéka est un aristocrate polonais. Ben, naturellement, il avait renié... Dzerzhinsky. Oh, rien que ça. C'était un aristocrate polonais. N'était pas n'importe qui. Je pourrais en nommer d'autres, mais ça alourdirait le propos, ça nous en écarterait. Bon, alors donc en France, il y a eu de très grands remous avec l'affaire de la guerre russo-nippone pour une raison bien simple. C'est que la France, officiellement depuis 1891, avait des accords militaires et autres, financiers par exemple, avec la Russie du Tsar. Toutes république unique, pratiquement, à part les cantons helvétiques qu'elle était dans l'Europe de l'époque. Étonnant, mais c'était la situation. Seulement, voilà, en 1902, commencent à se passer des choses. Les Anglais et les Français ayant
plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs, comme on s'en est aperçu après 1918, ayant réglé leur contentieux colonial, Fachoda, etc., l'Afrique du Nord, entament des négociations face à la puissance de plus en plus évidente de l'Empire allemand de Guillaume II. Donc les négociations commencent. Or, la Russie a pour ennemi implicite, parfois même explicite, la Russie, et elle a des accords particuliers avec le Japon, ce qui va amener à une situation extraordinairement dangereuse lorsque la guerre va éclater le 8 février 1904. Et donc, les autorités françaises vont se retrouver dans, dans quelque chose de très délicat. Ce n'est d'ailleurs que finalement en 1905 que seront bouclés en toute publicité, etc., les fameux accords de l'entente cordiale avec la Grande-Bretagne. Tout ceci était plus ou moins connu, mais ce n'était pas vraiment du domaine public. C'était plutôt discuté dans les milieux diplomatiques et des services de renseignement des différents pays. Bon, donc ça va placer la France dans une situation telle qu'il y a un choix à faire, ou l'alliance anglaise, ou l'alliance avec la Russie, au risque de rentrer dans le conflit. Et donc, elle décide d'avoir une attitude ambiguë. Alors, ça donnera une situation curieuse, puisque la masse populaire française est favorable à la Russie. On le lit dans de nombreux futurs communistes de la Troisième Internationale qui décrivent leur enfance, leur adolescence avant 14 et qui racontent comment ils criaient « Vive la Russie, vive le tsar » quand ils avaient 12-13 ans, comme leurs parents, et il y avait des manifestations populaires spontanées en faveur de la Russie, dans des milieux populaires. Mais vous allez me dire, mais les partis dits populaires, je n'ai pas dit populiste, j'ai dit populaire. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, les socialistes, les marxistes, etc. Les sociodémocrates français étaient d'ailleurs des marxistes. Je signale d'ailleurs au passage que le Parti socialiste actuel a toujours une référence à Karl Marx dans le préambule de ses statuts. Je referme la parenthèse, mais c'était déjà officialisé avant 1900. Donc, un certain Édouard Vaillant se distingue depuis 1891. Comme il est au conseil municipal de Paris, la flotte russe envoie des unités sur la côte méditerranéenne, des marins russes remontent à Paris et ils vont défiler à Paris. Que fait Édouard Vaillant et ses acolytes à la Chambre des députés et au conseil municipal de Paris? Il déclenche une campagne pour refuser de voter, ne fût-ce qu'un seul franc, pour recevoir les matelots russes. Alors qu'il est vital pour la France, qui était isolée en Europe à l'époque, de ne pas se retrouver toute seule en cas d'incident sérieux avec l'empire de Guillaume II, qui l'aurait écrasé en raison du différentiel industriel et de population. Il fallait absolument un contrepoids. Celui de l'Est était rêvé. Et à l'époque, il n'existait pas de pacte franco-britannique, puisqu'au contraire, on était au bord de la guerre avec la Grande-Bretagne, pour des raisons d'ordre du développement des deux empires coloniaux en Afrique. Voilà. Et d'autres problèmes. Voilà. Ce que vous dites me fait constater que en fait, il y a deux France. Il y a toujours eu deux France. Oui. Depuis la catastrophe de 1789, il y a les Français qui sont pour les traditions, pour la patrie, la patrie, la vraie, et les autres, la fausse patrie, celle des Bonaparte et compagnie, qui vont vraiment on va sentir la division constamment dans cette politique. Parce que qui va en Russie, c'est pas les révolutionnaires, ou alors c'est pour foutre le bazar, comme vous l'avez fait si bien remarquer dans vos différents travaux. Oui, c'est exact. Il faut lire les deux patries de Jean de Vigny. Exact. Ceci étant, du côté des nationalistes français, du côté de la droite en général, il y a du flottement en raison du problème que pose à d'aucuns l'orthodoxie. Notamment dans certains milieux monarchistes, on se pose des questions, puisque, il y a eu de très sérieux problèmes, notamment en Palestine, du côté des lieux saints, bien avant les problèmes du XXe siècle. La question était déjà ouverte. Et il y avait la question polonaise, qui avait atteint une acuité terrible sous Louis-Philippe Ier, roi des Français.
Donc, il y avait des problèmes. Il y avait l'agitation déclenchée par un certain marquis de Custine, qui avait écrit un livre haineux contre la Russie, presque inimaginable de haine, alors qu'il était un chouchou de la famille impériale tsariste, qu'il avait accueilli avec les plus grands égards, etc., alors qu'il était très décrié en France. Je ne dirais pas pourquoi, parce que là, je rentrerais dans des affaires très sordides le concernant. Bon, mais le marquis de Custine s'était illustré par un brûlot anti-russe qui a été encore diffusé au XXe siècle. Au moment de l'affaire de Custine, le brûlot de l'affaire, Solzhenitsyn à Paris, car le gouvernement français l'a chassé de Paris quand il est venu. Eh bien, à ce moment-là, un éditeur a trouvé malin de republier l'œuvre brûlot du marquis de Custine, qui s'était très bien vendue. Voilà, on recommençait une opération anti-russe, et ça venait de milieu de droite, pas de milieu de gauche ou d'extrême gauche. Alors c'était quand même assez étonnant. Donc, il y avait le problème des relations avec l'orthodoxie, problème d'ailleurs qui existe toujours, mais qui a pris une autre tournure. Je dirais Dieu merci, puisqu'on n'en est plus aux polémiques même de la fin du 19e siècle. Hein. Donc, les circonstances ont beaucoup changé dans notre pays à ce sujet. Mais à ce moment-là, c'était encore d'actualité. Bon. Vous avez parlé des bonapartistes. À l'époque, suite à la fin tragique du règne de Napoléon III, suite surtout à la mort du prince impérial, tué sous l'uniforme anglais contre les Zoulous, les bonapartistes, qui étaient divisés d'ailleurs entre plusieurs princes, ne pesaient plus très lourd dans le paysage politique français. Beaucoup Et on ne leur arrêtera pas. Voilà. Bon. Donc, mais il y avait des problèmes. Donc là, et c'est vrai qu'il y avait un ressentiment anti-russe dans ces milieux. Alors que nul ne l'ignore, il suffit de voir tous les mémorialistes de l'époque, y compris par exemple, et pas seulement les légitimistes, mais même les nostalgiques de la Révolution jacobine, tous reconnaissent en 1814-1815 l'attitude très correcte des soldats russes à Paris. Tous, et reconnaissent ce que le tsar Alexandre fait en faveur de la France à plusieurs reprises, notamment au moment du congrès de Vienne. Parce que certains rêvaient d'une partition, d'un dépeçage de la France parmi les ennemis de la France. Et bien tout cela échouera grâce au tsar. Bon, alors donc, il faut quand même rappeler tout ceci dans ce contexte. Donc la France va jouer un rôle ambigu. Je ne résiste pas au plaisir de l'anecdote. C'était construite depuis un certain nombre d'années une tour très moderne, la tour Eiffel, du nom de l'ingénieur qui en porte la responsabilité. Il y avait eu une très forte polémique à Paris, mais peu importe, entre différents milieux sur l'opportunité de la construire. La tour existait. Et un certain Marconi découvre la radio, et des malins à Paris se disent « Mais pour la situer et commencer à lancer ce système de communication, pourquoi on ne mettrait pas ça au dernier étage de la tour Eiffel ?» Chose dite, chose faite. Et pour la première fois, la tour Eiffel va recevoir un usage militaire en 1904-1905. L'armée française sait que les accords russo-français sont toujours valables. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Tout ce qu'elle peut apprendre sur les monnaies japonaises en Europe, tout ce qu'elle peut apprendre sur ce que peuvent tramer les autorités anglaises qui détestent les Russes, etc., elle le communique immédiatement par radio à Moscou. À l'époque, personne ne sait intercepter les messages radio. Je referme le rideau. C'était le deuxième bureau de l'armée française. Bon, aujourd'hui, je l'ai lu dans les meilleurs guides touristiques. On peut en parler aujourd'hui quand même, puisque ce n'est plus un mystère que la radio peut servir à transmettre certains messages, surtout quand ils sont codés, etc., etc. Donc, de ce côté-là, on voit ce que pensent réellement les militaires français de la situation. D'autant plus qu'ils sont représentés sur place. La guerre éclate, comme je l'ai dit, le 8 février 1904. Immédiatement, arrivent, pas de très loin, puisqu'ils étaient déjà en Indochine, 2 militaires français, l'un de la marine qui s'installe à Tokyo,
comme attaché militaire français, chargé de suivre les opérations. C'était pas de l'espionnage, c'était à visage découvert. L'autre rejoint l'armée de terre russe et suit toute la campagne. Et il y avait de quoi les instruire. Que remarquent-ils ces gens-là? L'attaché militaire naval à Tokyo remarque, alors qu'on déclare que la Russie est très divisée, etc., en fait, là où il y a des problèmes très sérieux également dans la population, c'est à Tokyo. Et il va y en avoir des démonstrations publiques très spectaculaires, dignes de ce qui s'est passé en 1905, la guerre se poursuivant, en Russie. Mais vraiment du même niveau, hein, et peut-être même beaucoup plus spectaculaire, et par certains côtés beaucoup plus sanglant sur le territoire nippon. Voilà. Alors ça, c'est un aspect des choses. Il note beaucoup de choses sur le courage des officiers, etc., japonais, qui était très réel, hein, suicidaire d'ailleurs, il faut bien le dire. Et il remarque donc l'attitude des milieux financiers, ce qui va devenir une affaire mondiale peu de temps après. Et cet attaché militaire, très curieux, n'hésite pas d'ailleurs à aller sur des bâtiments japonais au risque de sa vie pour voir comment ça se passe en mer. Voilà. De l'autre côté, l'attaché militaire de terre, lui, voit des choses également fantastiques. Il les voit des deux côtés. Car la guerre russo-japonaise est la première guerre réelle du XXe siècle. Mais vous allez me dire, il y a la guerre des Bourènes en Afrique du Sud qui s'est terminée en 1902. Pardon, c'était une guerre par bien des côtés de guérilla. Les Sud-Africains blancs ne pouvaient pas faire face à une armée de métier comme l'armée anglaise. Et puis le chiffre de la population n'était pas énorme par rapport à celui de la population britannique. La première guerre véritable du XXe siècle, c'est 1904-1905. Vous allez me dire, oui, mais enfin, pensons à 14, les barbelés, etc. Les barbelés, quels barbelés? Qui inaugure les barbelés autour de la guerre? Au cours de la guerre, c'est d'ailleurs signalé dans ses rapports par l'attaché militaire français en question, les Russes. Naturellement, les Japonais s'empressent de les copier immédiatement. Il y a des centaines et des centaines, des milliers de kilomètres de barbelés au cours de cette guerre. On n'a pas attendu 1914 pour ça. 10 ans avant, ça se popularise, si j'ose dire. Mais il n'y a pas que ça. Auparavant, vous aviez un canon qui était caché dans un endroit boisé, etc., qui tirait. Une fumée se dégageait au-dessus des arbres. Tout le monde, les gens d'en face, avec leurs instruments optiques, il y en avait déjà sur Louis XIV, pour reconnaître les lignes ennemies. Ils voyaient ce qui se passait avec leurs jumelles modernes, ils voyaient ce qui se passait et ils dirigeaient leur contre-tir sur l'endroit d'où partait la fumée. Voilà. Et que se passe-t-il? Eh bien, des deux côtés, je ne sais pas à qui attribuer le premier la découverte de l'invention. Je pencherais plutôt du côté des Russes, mais je m'excuse du côté nippon, si par hasard c'était eux. Eh bien, on découvre un produit qui permet de faire disparaître la fumée. Qu'elle soit blanche ou noire, on ne la voit plus. Elle est là, mais plus personne ne la voit. Ça sera appliqué en 14-18. Je suis parfois étonné de certains films contemporains où on voit d'énormes gerbes noirâtres et hautes. Quand il y avait de la terre qui giclait, d'accord, mais par exemple à l'est de l'Europe, où c'était dans le front avançait beaucoup plus vite, on ne voit rien du tout, puisque le produit empêchait de voir la fumée. L'art de l'artillerie était bouleversé. Second changement, je pourrais encore continuer longtemps. Je préfère passer à quelque chose qui paraîtra, n'ayons pas peur des mots, humanitaire. Que remarque l'officier français avec stupeur, c'est la récupération par les Russes de leurs blessés, quel qu'en fût l'état. Et que de la quasi-totalité de ces blessés, eh bien, il n'y a que des survivants. Dans des armées qui connaissaient des taux de perte fabuleux de blessés auparavant, il est très frappé. Donc, il s'intéresse au corps médical russe. Il discute avec les médecins militaires russes, etc. Et quand il reviendra à Paris, et déjà par ses correspondances qui passaient par Moscou, il alerte là-dessus et ça monte jusqu'au ministère. Et tenez-vous bien, parce qu'en général, la route des ministères, c'est la route du cimetière des archives. Eh bien non, il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Il y a un ministre qui finit par le lire et l'armée française copie
les dispositions russes pour les blessés, ce qui épargnera la vie de nombreux soldats au cours de la Première Guerre mondiale. Et déjà au cours des événements du Maroc, etc., auparavant. Voilà. Bon, alors les Russes ont le premier système militaire au monde qui permette réellement de sauver les vies humaines des soldats qui sont tombés sans mourir. Voilà. Merci la Russie, alors. Oui. Merci la Russie. Voilà. Donc ça. Bon, naturellement, quand les Allemands, Anglais, etc., Américains ont découvert ça dans l'armée française, ils ont sauté sur l'opportunité. Bon, et ça s'est popularisé. Voilà. Heureusement d'ailleurs pour tout le monde. Hein. Heureusement pour tout le monde. Même les Allemands ont copié ça. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'innovations. Et tiens, là, brusquement, j'ai envie de parler du sort des prisonniers de guerre, qui peut être dramatique. Alors là, il s'agissait presque pour tout, je suis obligé de faire une réserve, de soldats réguliers, en uniforme, fiers de porter leur uniforme, des deux côtés. Pas de guerre de guérilla, avec une réserve. Bon, que je dirai dans quelques instants. Donc, normalement, ils doivent être traités correctement. Ils le seront du côté russe. Les Japonais faits prisonniers seront très bien traités. Ils le seront également du côté japonais, les Russes. Malgré la différence de couleur de peau qui aurait pu aller autoriser certains excès lamentables, pas du tout. Par exemple, tous les officiers russes, sans exception, et même une partie des sous-officiers, étaient prisonniers sur parole. Ils avaient le droit de résider chez des civils nippons. Dans la rue, ils étaient évidemment en uniforme, ils avaient conservé leur uniforme, personne ne les molestait, personne ne les insultait. Quand on sait comment la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée dans le même théâtre d'opération, on est très étonné. Et, tenez-vous bien, il y avait une cathédrale orthodoxe à Tokyo. Non seulement il y avait de nombreux convertis nippons à l'orthodoxie avant 1904, mais tous les officiers russes, tous les simples soldats russes ou marins russes capturés pouvaient y aller librement, au milieu des fidèles nippons. Je tiens à le signaler, parce que la guerre a été atroce par certains côtés. Bon, alors je viens tout de suite à ma remarque. Bon, y a-t-il eu une guerre de partisans, de guerrilleros sans uniforme, pendant la guerre de 1904-1905 ? Oui. Si vous vous imaginez que les Chinois, les Nippons ou les Coréens appréciaient la présence de l'armée japonaise sur le sol de l'autre côté du détroit, sur le sol asiatique, détrompez-vous. Donc il y a une très forte guérilla, ce qui n'est jamais signalé par les livres d'histoire occidentaux, comme si ça avantageait les Russes, de le dire. Bon, ce qui était le cas d'ailleurs. Bon, eh bien, il y avait une formidable guérilla dans laquelle les Russes n'étaient pour rien, sur les arrières de l'armée du Tenno. On ne disait pas Mikado à l'époque, le plus souvent on disait le Tenno, mais en langage moderne c'est devenu le Mikado, l'empereur du Japon, le dieu vivant du Japon. Bon, donc... Pardonnez-moi de vous interrompre, parce qu'on me fait signe qu'il ne reste plus que 3 minutes. Avec vous, on est pris sous le verbe et on ne va pas le temps passer. Alors, ce livre... Vous allez bientôt le publier. Oui. Et on n'a pas le temps qu'il y a de passer sur tout ce que vous dites de très intéressant et que vous avez écrit d'intéressant. Mais les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent le voir en regardant sur Internet les conférences que vous avez faites et qui sont passionnantes. J'ai passé une partie de la nuit, qui sont sur le site du frère Thierry, le site de l'Aréopage. Sur YouTube. Oui, on me questionne sur les barbelés. Il y a eu des tentatives auparavant, par exemple au cours de la guerre civile, dite guerre de sécession aux États-Unis,
mais pas du tout avec le type de matériel, avec la façon de faire ces nœuds étranges, etc. Il y a eu effectivement des essais. Mais comme en 1904-1905, là je m'inscris, je persiste et je signe. C'est bien là que pour la première fois, il y a eu l'utilisation des barbelés à une grande échelle et sous la forme moderne. Auparavant, c'est vrai qu'il y a eu des espèces de pièges de ce genre, mais jamais d'une façon aussi grandiose. Je pense que le sujet, il faudra le reprendre. Il y a la seconde partie de la guerre à raconter, parce que même avant la guerre, le Japon n'était pas en mesure d'affronter la Russie. Oui, il y a l'aspect financier. Oui, l'aspect financier. La seconde partie de la guerre. Oui, l'aspect financier qui jouera un rôle très important. On verra les mêmes qui joueront le même rôle lors de la révolution bolchevique. Ça, c'est très important. Oui, ça sera très important. Je dis juste qu'au départ, et là je conclus là-dessus, les Russes reculent sans arrêt, ce qui est considéré par la presse occidentale, comme on dirait aujourd'hui, comme la défaite initiale et pour toujours du Japon, qui avait été attaqué par surprise, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'était Pearl Harbor, 35 ans auparavant. Voilà, les Russes avaient été pris par surprise, ils reculent. Était-ce parce qu'ils se sentaient vaincus? Pas du tout. C'était une tactique. Et elle se réveillera triomphale, je dis bien triomphale, malgré l'étrange fin de la guerre, ou peut-être à cause de l'étrange fin de la guerre, par la suite. Voilà. Au départ, les Russes se font effectivement avoir, si j'ose m'exprimer bestialement, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas prévu une attaque par surprise en pleine négociation. D'ailleurs, la guerre n'a été déclarée par le Japon que le 10 août 1904, alors qu'elle avait commencé le 8 février au matin, que le 10 février 1904, alors qu'elle avait commencé le 8 février au matin. Mieux que Pearl Harbor, par certains côtés. Eh bien, merci. Vous reviendrez parce que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre de vous. Oui, je suis désolé de ne pas avoir traité ça. Tout l'aspect financier. Non, c'est très bien. Oui, l'aspect financier, mais l'aspect financier n'a pas commencé en 1904. C'est pour ça que je l'ai révélé en France. Il bat son plein fin 1904, début 1905. Oui. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Florilège des Arts, dirigé par Jean-Bernard Caroux-Daspry, assisté de Michel Bruch, diffusé en direct vendredi 19 janvier 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.